Voici la cruelle ironie de l'agriculture moderne. Nous avons renoncé à des saveurs extraordinaires au nom de l'efficacité, et maintenant, les variétés que nous avons abandonnées valent soudainement une fortune. Un maïs qui scintille comme des joyaux dispersés, des tomates si prisées qu'elles payaient autrefois des hypothèques, et des pastèques aux motifs célestes qui ont disparu pendant des décennies. Merci de regarder. Continuons. Nous partons à la découverte des aliments que l'agriculture industrielle a laissés pour compte. Ce ne sont pas des reliques de musée, mais des trésors vivants, dissimulés dans des catalogues de semences et des jardins de particuliers, avec des saveurs si remarquables que les chefs paient le prix fort juste pour y goûter. Et le plus surprenant, vous pouvez cultiver chacun de ces aliments oubliés dans votre propre jardin. Mais le plus extraordinaire, vous pouvez cultiver chacun de ces aliments oubliés dans votre propre jardin. Imaginez ouvrir un épi de maïs et découvrir non pas des grains jaunes, mais un kaléidoscope de joyaux vivants. Le maïs Glass Gem ne semble pas seulement venir d'un autre monde, il représente l'un des plus beaux accidents de l'histoire agricole. Cette variété stupéfiante est née de la passion de Carl Barnes, un fermier de l'Oklahoma, qui explorait son héritage Cherokee dans les années 80. Barnes a croisé des variétés anciennes, le maïs à éclaté miniature Pawnee, le maïs à fleurs rouges aux âges et le maïs Cherokee, créant quelque chose qui semblait relever davantage de l'art que de l'agriculture. Chaque épi, l'épi de maïs lui-même, déploie une mosaïque arc-en-ciel unique avec des grains translucides lilas, émeraude, ambre et rouge rubis. Lorsqu'une simple photographie du maïs Glass Gem est devenue virale en 2012, il est devenu l'emblème du renouveau des semences anciennes. Mais ce maïs offre bien plus qu'une beauté photogénique. En tant que variété de maïs corné, il produit la polenta la plus savoureuse que beaucoup aient jamais goûtée, avec une complexité douce et noisetée qui rend le maïs moderne fade en comparaison. La tragédie ? Le Glass Gem n'a jamais été commercialement viable. Sa période de maturation de 110 jours et son apparence variable ne correspondaient pas aux exigences d'uniformité et de rapidité de l'agriculture industrielle. Ce que le monde commercial a rejeté, les conservateurs de semences l'ont adopté, préservant non seulement une plante, mais un lien vivant avec la sagesse agricole des Amérindiens. Alors que le maïs Glass Gem éblouit par sa beauté, notre variété suivante a triomphé grâce à un pur génie économique. Durant la Grande Dépression, quand l'espoir était aussi rare que l'argent, un réparateur de radiateurs sans instruction de Virginie-Occidentale a accompli quelque chose qui semblait impossible. Marshall Cletus Biles créa une tomate si extraordinaire qu'elle lui permit littéralement de rembourser son prêt immobilier. Travaillant avec pour seuls outils sa détermination et une poire à lavement pour bébé utilisée pour la pollinisation manuelle, Radiator Charlie passa 6 ans à croiser 4 variétés de tomates différentes. Le résultat fut un monstre de la famille des cœurs de bœuf. Des tomates massives pesant jusqu'à 4 livres chacune, avec une chair douce et peu acide qui offrait ce que les gens appellent le vrai goût de la tomate. Bill vendait ses plants $1 pièce, un prix élevé pour l'époque de la dépression, et les clients parcouraient des centaines de kilomètres pour les acheter. En seulement 6 ans, il gagna assez pour rembourser son hypothèque de $6 000, donnant à la variété son nom légendaire. Mais les tomates Mortgage Lifter disparurent, car l'agriculture industrielle privilégiait les hybrides qui supportaient bien le transport plutôt que les variétés au goût exceptionnel. Ces géantes étaient trop délicates, trop irrégulières et trop longues à mûrir pour la production commerciale. Ce qui fut autrefois si rentable s'éteignit, jusqu'à ce que des conservateurs de semences passionnés ne la ressuscitent. L'ironie aujourd'hui ? Les restaurants et les marchés de producteurs vendent à prix d'or ces tomates pour les caractéristiques mêmes qui les rendaient commercialement non viables. Ce qui a rendu les Mortgage Lifters commercialement non viables. Certaines disparitions dans le monde agricole relèvent presque de la magie. La pastèque, lune et étoile, avec son écorce vert foncé parsemée de lunes jaunes vifs et de minuscules étoiles, s'était volatilisée si complètement qu'elle semblait tout droit sortie d'un conte de fées pour jardiniers.
Introduite pour la première fois en 1926 sous le nom de Soleil, Lune et Étoile, cette beauté céleste a progressivement disparu des catalogues à mesure que les variétés hybrides prenaient le dessus. Dans les années 70, elle n'était plus qu'une légende, murmurée par les anciens, qui se souvenaient de sa chair intensément sucrée et florale, qui donnait au pastèque moderne un goût d'eau. Puis vint une redécouverte remarquable. Dans les années 80, Merle Van Doren sillonnait les routes de campagne du Missouri lorsqu'il aperçut quelque chose d'impossible, un champ de pastèques qui semblait avoir été peinte avec des étoiles. Il découvrit un unique agriculteur qui cultivait encore cette variété à partir de semences transmises de génération en génération. Van Doren apporta ses précieuses semences à la Seed Savers Exchange en 1987, sauvant littéralement la lune et étoile de l'extinction. La variété qui avait été perdue pour l'agriculture commerciale renaissait grâce au dévouement des gardiens de semences anciennes. A pu renaître grâce au dévouement des gardiens de semences anciennes. Le sauvetage spectaculaire de la pastèque lune et étoile prouve que des variétés perdues peuvent revenir, mais certains légumes ont façonné l'histoire elle-même. Alors que d'autres légumes sombrent dans l'oubli, le navet Purple Top recèle un secret. Il a contribué à créer le monde moderne, avant de voir ce même monde oublier son rôle crucial. Cette humble racine, avec sa couronne violette distinctive et sa base d'un blanc pur, est arrivée de France en 1835 et est devenue le fondement de l'agriculture américaine. Mais les navets avaient déjà transformé la civilisation d'une manière que peu de gens imaginent. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, la rotation des cultures sur 4 champs de turnip Townsend, utilisant le navet comme fourrage d'hiver, a déclenché la révolution agricole qui a nourri des populations en pleine croissance et alimenté la révolution industrielle. La variété Purple Top offrait tout ce dont une nation en expansion avait besoin. Une nutrition fiable, une grande capacité de conservation et une double utilité, comme nourriture humaine et animale. Sa saveur complexe et poivrée à l'état cru se transformait en une douceur subtile à la cuisson, tandis que ses fans fournissaient des vitamines essentielles. Puis vint le grand oubli. Alors que la pomme de terre gagnait en popularité et que le navet était associé à la pauvreté et au bétail, ce légume qui avait changé le monde perdit son statut d'aliment pour les humains. Ce qui avait autrefois soutenu des empires est devenu une relique des temps difficiles. Ce qui a autrefois nourri des empires est devenu la relique d'une époque oubliée. Au plus profond de l'héritage de la nation Cherokee coule un secret que l'agriculture industrielle a failli effacer à jamais. La tomate Cherokee Purple, avec sa peau mystérieuse brun-violet et sa chair sombre comme le vin, représente quelque chose d'inestimable. Une sagesse agricole indigène, transmise de génération en génération. Cette variété remarquable défie tout ce que l'agriculture moderne enseigne sur les tomates. Au lieu de sphère rouge parfaite, la Cherokee Purple déploie une coloration complexe, allant du violet profond au brun roux. Sa forme irrégulière et côtelée ne répondrait jamais aux standards commerciaux. Pourtant, croquez-en une et vous découvrirez ce que beaucoup considèrent comme la plus belle saveur de tomate jamais développée. Douce, riche, fumée et complexe. Avec son équilibre parfait entre sucre et acidité, le parcours de la Cherokee Purple jusqu'à la quasi-extinction reflète une tragédie bien plus vaste. Alors que l'agriculture industrielle standardisait l'apparence et privilégiait la résistance au transport, des variétés comme celle-ci, sélectionnées pour la saveur pure plutôt que pour la viabilité commerciale, ont disparu de la culture dominante. Mais des réseaux de conservation de semences ont préservé ce trésor. Les tomates violettes sont devenues le symbole de quelque chose de plus grand. L'importance du savoir agricole indigène et le potentiel gustatif qui existe lorsque nous sélectionnons pour le goût plutôt que pour le produit. Au-delà du simple profit, de la sagesse indigène de la Cherokee Purple, nous traversons un océan pour découvrir l'innovation européenne dans ce qu'elle a de plus raffiné. Des fermes sophistiquées des Pays-Bas du XVIIe siècle, nous vient un légume si beau qu'il semble presque trop artistique pour être mangé. Le haricot. Langue de dragon, avec ses gousses couleur crème striées d'un pourpre vif, représente le summum de l'art horticole européen.
Ces haricots remarquables sont apparus durant l'âge d'or néerlandais, une période où l'innovation botanique prospérait aux côtés du commerce et de l'art. Les gousses plates et sans fil s'étirent sur 6 à 7 pouces de long, arborant des zébrures pourpres spectaculaires qui les transforment en vivantes touches de pinceau. Mais c'est ici que la magie opère. Ces superbes marques violettes disparaissent dès que vous les cuisinez, révélant des haricots tendres à la saveur exceptionnellement douce et noisetée. Les haricots. Langue de dragon ont atteint l'Amérique au début des années 1800 et y ont gagné en popularité pour leurs usages à la fois ornementaux et culinaires. Les jardiniers de l'époque victorienne les prisaient pour leur double nature. Assez beau pour les parterres de fleurs, assez délicieux pour les tables les plus raffinées. Puis est survenue la grande standardisation. L'agriculture industrielle exigeait des haricots à l'aspect uniforme, récoltés mécaniquement et traités avec efficacité. Avec leur apparence artistique et leur saveur artisanale, les haricots langue de dragon sont devenus les victimes de cette quête d'efficacité. Haut dans les Andes, où l'air se raréfie et la terre est volcanique, les Incas cultivaient quelque chose de remarquable, un piment au goût de soleil, avec une pointe de feu. Avec sa peau jaune vif et ridée, l'Aji Lemon Drop offre une saveur si vive qu'elle dépasse toutes les attentes. Cultivé pour la première fois vers 400 avant notre ère sur les versants montagneux du Pérou, ce piment ancestral produit de petites gousses coniques qui allient des notes d'agrumes vives à une chaleur nette et modérée. Chaque bouchée libère des effluves citronnés et floraux, ce qui en fait un pilier de la cuisine péruvienne authentique, notamment dans le ceviche. Lorsque les conquistadors espagnols ont disséminé les cultures du Nouveau Monde à travers l'Europe, ils ont sélectionné des piments correspondant au goût européen et à la demande commerciale. Des variétés aromatiques et complexes, comme l'Aji Lemon Drop, furent délaissées au profit d'options plus familières et plus douces. Des siècles plus tard, l'agriculture industrielle a suivi la même logique. Elle a réduit le marché mondial du piment à quelques types standardisés, abandonnant la biodiversité façonnée par des générations d'agriculteurs indigènes. Aujourd'hui, alors que chefs et cultivateurs redécouvrent les variétés traditionnelles, l'Aji Lemon Drop fait son grand retour, pas seulement pour sa saveur, mais comme un rappel de tout ce qui fut perdu et de tout ce qu'il reste encore à redécouvrir. Parfois, pour préserver un héritage, il faut d'abord le redécouvrir. En 1873, un groupe d'immigrants ménonites fuyant les persécutions en Ukraine transportait quelque chose de bien plus précieux que de l'or, des graines de blé rouge de Turquie qui allaient transformer à jamais les grandes plaines américaines. Cette variété de blé, haute et robuste, possédait un atout que l'agriculture moderne a largement perdu: la capacité de prospérer dans des conditions difficiles tout en offrant une saveur exceptionnelle. Le blé rouge de Turquie atteignait une hauteur de 4 à 5 pieds, avec un système racinaire étendu capable de puiser l'humidité en profondeur dans le sol. Une fois fraîchement moulu, il produisait une farine aux notes complexes de carvi et de cannelle, créant des pains avec un caractère que le blé moderne ne peut égaler. En 1900, la quasi-totalité des 5 millions d'acres de blé du Kansas était du blé rouge de Turquie. Cette unique variété a forgé la réputation de l'Amérique en tant que grenier du monde, nourrissant des villes en pleine croissance et établissant sa domination sur les exportations agricoles. Puis vint la grande modernisation. Les sélectionneurs de plantes ont développé des variétés naines plus courtes, qui ne versaient pas au vent, mûrissaient uniformément pour la récolte mécanique et produisaient des rendements plus élevés. Le blé rouge de Turquie, avec sa haute stature et ses caractéristiques traditionnelles, devint obsolète presque du jour au lendemain. Ce que nous avons gagné en efficacité, nous l'avons perdu en saveur. Le blé moderne, sélectionné pour la transformation industrielle, produit un pain qui nécessite des arômes artificiels pour obtenir ce que le blé rouge de Turquie offrait naturellement. En 1902, lorsque la Burpee Seed Company présente l'aubergine Black Beauty, elle crée ce qui deviendra la norme américaine pour des décennies. Cette beauté brillante d'un violet profond représentait le summum de la sophistication des jardins victoriens, un légume aussi élégant que délicieux.
Les aubergines Black Beauty arboraient la forme classique d'une larme, avec une peau lustrée, presque un miroir, qui réfléchissait la lumière comme de l'obsidienne polie. Chaque plant produit de 4 à 6 fruits substantiels, pesant d'1 à 2 livres, dotés d'une chair crémeuse qui cuit à la perfection, sans l'amertume fréquente des variétés modernes. Pendant une grande partie du XXe siècle, la Black Beauty a régné en maître dans les jardins américains. Sa texture supérieure, moins aqueuse et plus consistante que celle des variétés commerciales actuelles, en faisait le choix privilégié pour tout, de la mélanzane italienne au baba ganoush du Moyen-Orient. Le déclin de cette variété est venu des priorités bien connues de l'agriculture industrielle, des rendements plus élevés, une taille uniforme et une durée de conservation prolongée. Des variétés hybrides, produisant plus de fruits par plant et résistant mieux au transport, ont progressivement évincé la Black Beauty, malgré ses qualités gustatives supérieures. Notre exploration des saveurs perdues s'achève sur l'une des plus délicieuses surprises qui soit, un concombre avec l'apparence d'un citron, mais qui renferme le goût de l'été capturé dans une sphère. Le concombre citron a émergé durant la renaissance des jardins de l'ère victorienne, dans les années 1890, une époque où les jardiniers amateurs recherchaient des variétés aussi belles qu'utiles. Ces fruits de la taille d'une balle de tennis, avec leur peau jaune vif et leur forme ronde, sont vite devenus les favoris de ceux qui appréciaient la nouveauté et le charme au jardin. Mais leur attrait n'était pas seulement visuel. Contrairement au concombre vert standard, le concombre citron possède une chair croquante et douce, sans aucune amertume, et une peau si tendre qu'elle n'a jamais besoin d'être pelée. Sa forme compacte le rend parfait pour les conserves, pour être farci ou même pour être dégusté entier, comme un fruit. Sa disparition, cependant, en dit bien plus sur notre système alimentaire que sur la plante elle-même. Alors que l'agriculture industrielle se concentrait sur des concombres uniformes et allongés, faciles à traiter par les machines et à ranger sur les étals des supermarchés, les variétés originales et savoureuses comme le concombre citron ont été discrètement mises de côté. L'histoire de ces aliments oubliés n'est pas celle d'une extinction, c'est celle de compromis. Nous avons renoncé à la saveur, à la variété et à l'histoire en échange de la durée de conservation, de l'uniformité et de la production de masse. Mais ces saveurs n'ont jamais vraiment disparu. Elles patientaient dans les catalogues de semences, les potagers privés et les bourses d'échange communautaires, maintenues en vie par des cultivateurs qui refusaient de les laisser s'éteindre. Cultiver ces variétés n'est pas juste un acte de nostalgie, c'est une reconquête de la diversité, du goût et du contrôle sur ce que nous mangeons. Si ce voyage vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications. D'autres histoires fascinantes de la nature arrivent bientôt.